Je me réveillai après un sommeil particulièrement profond et découvris que le soleil était déjà haut dans le ciel. Je pris quelques fruits en guise de petit déjeuner tardif et m'en allai pour une promenade matinale dans le petit bois qui s'étend derrière la plage. En arrivant à proximité du bungalow de Hans et Claudia, le couple de Hollandais, je reconnus leur voix. « Le déjeuner n'est pas encore prêt ?» dit Hans, assis sur un petit rocher, un livre sur les genoux. Il avait les cheveux gris foncés, un visage peu expressif, les lèvres plutôt minces. « Bientôt, mon chéri, bientôt !» Claudia était une femme douce et gentille, la quarantaine, le visage tout en rondeur, encadré de jolies boucles blondes. Elle faisait cuire des brochettes de poisson au-dessus d'un barbecue. « Tu utilises trop de charbon de bois, ça sert à rien, c'est gâché. » Il disait cela sans réaliser que c'était un reproche. Pour lui, c'est un fait, c'est tout. « Mais sinon, ça cuit trop lentement, » se justifiait-elle. La dernière fois que je les avais croisés, Claudia nettoyait le bungalow pendant que Hans lisait son fichu livre. Je me demandais ce qui pouvait amener une femme à accepter d'endosser le rôle de la ménagère au XXIe siècle. Hans n'était pas un macho au sens où on l'imagine. Pour lui, c'était probablement juste, normal, que sa femme s'occupe de cela. La question n'avait sans doute même pas été débattue entre eux. C'était ainsi. « Tiens, Julia, quel plaisir de te voir !» me dit-elle en m'apercevant. « Bonjour, Julia !» dit Hans. « Bonjour !»« Voudrais-tu partager un poisson avec nous ?» proposa-t-elle. Hans haussa imperceptiblement un sourcil. « Non, merci, je viens de prendre un petit déjeuner. »« Tu viens seulement de te lever ?» demanda Hans. « Nous, on a déjà fait 2 visites ce matin, le temple de Tanah Lot et le musée Subak à Tabanan. »« C'est bien, félicitations !» Il ne saisit même pas l'ironie de ma réponse. Hans était de ces gens qui écoutent les mots, mais ne décodent ni le ton de la voix, ni les expressions du visage de celui qui les prononce. « Tu visites peu de choses, j'ai l'impression. Cela ne t'intéresse pas ?»« Si, mais j'aime surtout ressentir les ambiances. Me promener dans les villages, tenter de discuter avec les gens, essayer de me mettre à leur place et de sentir ce que ça fait. Comprendre leur culture, quoi. Julien aime découvrir la culture de l'intérieur. Toi, chérie, tu préfères comprendre la culture dans les livres, dit Claudia. Oui, c'est plus rapide, on gagne du temps, renchérit Hans. J'acquiesçais. À quoi bon argumenter? À chacun sa façon de voir les choses. Est-ce que ça te ferait plaisir de nous accompagner ce soir? Demanda Claudia. Nous allons assister à un concert de Gamelens à Ubud. Puis à la tombée de la nuit, nous irons observer les tortues sur la plage de Bemuteran. C'est l'époque où leur œuf éclose. Cela dure 1 ou 2 nuits, tout au plus. Après, il sera trop tard. La perspective d'une soirée avec Hans ne m'excitait pas au-delà du raisonnable. Mais j'avais très envie de voir les bébés tortues. Et je sentais que cela faisait particulièrement plaisir à Claudia que j'accepte. D'accord, c'est gentil de me le proposer. Je serai déjà dans le coin d'Ubud cet après-midi. Alors je vous rejoindrai sur place. Donnez-moi l'adresse. C'est à la salle des cérémonies, tu sais, à côté du grand marché. À 19h, dit Claudia. Tu vas visiter les galeries? Demanda Hans. Ubud était le village des artistes. On y trouvait des galeries d'art à profusion. Non, je rends visite à, une sorte de maître spirituel. Ah bon? Pourquoi faire? Je savais que sa question était sincère. Hans était du genre à vous demander pourquoi vous alliez au cinéma, à l'église ou au cimetière, ou encore pourquoi
vous ne portez plus un pantalon archi-démodé, mais toujours en bon état. Tout ce qui ne relevait pas d'une démarche rationnelle, selon lui, était une bizarrerie de la nature. Il m'amène à prendre conscience de certaines choses et d'une certaine manière. Il m'aide aussi à me retrouver. Quoi? À te retrouver? Il avait un ton à la fois amusé, interloqué. Oui, en quelque sorte. Mais si tu es perdu, qu'est-ce qui te prouve que tu vas te retrouver à Ubud plutôt qu'à New York ou Amsterdam? Très drôle, il y a vraiment des gens qui sont complètement hermétiques à la dimension spirituelle de la vie. Et je ne suis pas perdu. Si tu ouvres un dictionnaire au passage, sa lecture devrait te plaire. Tu pourras en supporter le niveau émotionnel. Tu verras qu'il y a plusieurs sens au verbe se retrouver. En l'occurrence, cela signifie aussi mieux se connaître pour avoir une vie plus en harmonie avec qui l'on est. Ne te fâche pas, Julien. Je ne me fâche pas, mentis-je. Chérie, laisse un peu Julien tranquille, dit Claudia. En fait, Julien, est-ce que tu plonges toujours? Oui, presque tous les jours. Nous aussi, on a plongé le premier jour, dit Hans. On a eu de la chance, il faisait beau et l'eau était claire. En 1 heure, on a vu l'essentiel de ce qu'il y avait à voir. Moi, j'y retourne souvent. J'ai beaucoup de plaisir à nager au milieu des poissons, à les approcher. Ils sont tellement peu farouches qu'on peut presque les toucher. Je ne m'attendais qu'il me demande pourquoi faire. L'homme descend du poisson, Julien se reconnecte avec ses origines retrouvées. Et toi, tu t'apprêtes à manger l'un des sangs dont tes ancêtres grillés en barbecue? C'est du joli. Bon, d'ailleurs, je vous laisse à votre déjeuner. Bon appétit à ce soir. Bonne recherche et surtout, ne perds pas espoir. Il te restera encore le bureau des objets trouvés à Jakarta. À ce soir, dit Claudia. Je repris ma balade tout en pensant à Hans. Je me demandais quel pouvait être son problème. Il était un peu bizarre quand même. Je sentais qu'il n'était pas méchant, mais qu'il ne voulait pas me blesser. Il était juste hermétique à certaines choses. Je regagnais mon bon galop, me préparais en hâte, puis sautais dans ma voiture. L'itinéraire me sembla plus simple cette fois-ci, et j'arrivai devant la maison de maître Samtiang en milieu d'après-midi. La même jeune femme m'accueillit agréablement et me conduisit directement dans le campement où j'avais été reçu la veille. J'eus cette fois-ci le loisir d'observer plus tranquillement le lieu. C'était à la fois sobre et beau. Beaucoup de sérénité, de paix, d'harmonie se dégageaient de cet endroit que je commençais à vraiment aimer. Je sentais qu'un seul lieu permettait de lâcher prise sur quantité de choses. Ici, on laissait bon nombre de ses préoccupations à l'entrée. Le temps était suspendu. J'avais l'impression que j'aurais pu y rester des années sans prendre une seule ride. Je ne le vis pas venir. Je me retournai et il était derrière moi. Nous nous saluâmes et il m'informa qu'à cette heure-ci, il ne pourrait m'accorder beaucoup de temps. Dommage. « Alors vous êtes allé au vidéoclub de Kuta ?» me demanda-t-il. Non, avouai-je, un peu piteusement. Il me dit, mais sans la moindre trace de reproche d'autorité, si vraiment vous souhaitez que je vous accompagne dans la voie qui vous fera avancer dans votre vie, il est nécessaire que vous fassiez ce que je vous demande, dans la mesure où vous ne l'avez pas refusé. Si vous vous contentez de vous en remettre à moi et de m'écouter, il ne se passera pas grand-chose. Êtes-vous prêt à vous engager en ce sens? D'accord. Avais-je vraiment le choix, puisque je souhaitais continuer notre relation? Dites-moi, pourquoi n'êtes-vous pas allé à Kuta? Et en fait, j'étais un peu fatiguée hier soir et j'avais besoin de me reposer.
Sur un ton bienveillant, il me dit « Si vous mentez aux autres, au moins ne vous mentez pas à vous-même. » Pardon. J'étais désarçonnée. « De quoi avez-vous peur ?» Sa voix dégageait beaucoup de douceur et ses yeux plongeaient dans les miens, au plus profond de moi-même. Et pourtant, je ne ressentais aucune intrusion. C'était juste que je me sentais vue. Cet homme lisait en moi comme dans un livre ouvert. Qu'est-ce que vous auriez pu perdre en y allant? Comment faisait-il pour poser la question, pour toucher délicatement du doigt précisément là où il fallait? Après un certain silence, je m'entendis répondre. Je crois que j'avais envie de conserver intacte mon admiration pour mon actrice préférée. Vous aviez peur de perdre vos illusions. C'était bizarre, mais c'était vrai. D'autant plus bizarre que la veille, je m'étais bien douté qu'il avait raison le concernant. Alors pourquoi refuser la vérité? Peut-être, dis-je. C'est normal. Les êtres humains sont très attachés à tout ce qu'ils croient. Ils ne cherchent pas la vérité, ils veulent seulement une certaine forme d'équilibre. Ils arrivent à se bâtir un monde à peu près cohérent sur la base de leurs croyances. Cela les rassure et s'y accrochent inconsciemment. Mais pourquoi ne se rend-on pas compte que ce que l'on croit n'est pas la réalité? Rappelez-vous, ce que l'on croit devient notre réalité. Je ne suis pas sûre de vous suivre complètement. Vous savez, c'est peut-être un peu trop philosophique pour moi. Et puis j'ai beau être un rêveur, je suis quand même rationnelle. Pour moi, la réalité, c'est la réalité. C'est très simple. En fait, si je vous demandais de fermer les yeux, de vous boucher les oreilles, puis de me décrire précisément la réalité qui se trouve autour de vous, vous ne pourriez pas tout décrire. C'est normal. Cela comprend des milliards d'informations et vous ne savez pas toutes capter. Vous avez seulement perçu une partie de la réalité. C'est-à-dire? Par exemple, sur le plan visuel, quantité d'informations concernant le lieu, la disposition des murs et des piliers de différents campements visibles, les arbres, arbustes et plantes pourvus de milliers de feuilles qui s'agitent d'une certaine manière au gré du vent léger. S'ajoutent à cela des meubles, des objets, des dessins. Chacune de ces choses est constituée de différents matériaux. Les matières ne sont pas uniformes, les couleurs ne sont pas homogènes. Il y a aussi une foultitude d'informations concernant la lumière ambiante, les ombres, le ciel, les nuages qui se déplacent, le soleil. À lui seul, mon corps vous envoie des milliers d'informations relatives à ma posture, mes mouvements, mon regard, les expressions de mon visage qui changent d'une seconde à l'autre. Et tout cela ne concerne que les informations visuelles. À cela, il faut ajouter les informations auditives, les bruits divers et variés, proches ou lointains, les multiples inflexions de ma voix, son volume, sa tonalité, le rythme de mes paroles, le bruit émis par les frottements de nos vêtements lorsque nous bougeons, les insectes qui volent, les oiseaux au loin, le bruit du vent dans les feuilles, etc. Mais ce n'est pas tout. Vous êtes également submergé d'informations olfactives et relatives au toucher, la température de l'air, son humidité, les senteurs des différentes plantes qui nous entourent, lesquelles senteurs changent en fonction des courants d'air, le ressenti des multiples points de contact de votre corps sur le sol, etc. Ok, vous m'avez convaincu, l'interrompis-je. Je le reconnais, je n'aurais pas été capable de transmettre toutes ces informations, les yeux fermés et les oreilles bouchées, c'est vrai.
Et cela pour une raison très simple. Vous n'êtes pas conscient de toutes ces informations. Il y en a trop et votre esprit fait inconsciemment un tri. Vous en captez certaines, pas les autres. Oui, sans doute. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce tri n'est pas le même pour vous et pour moi. Si l'on demandait à plusieurs personnes de faire cet exercice et de lister ce qu'ils ont observé de leur environnement, nous n'aurions pas de liste d'informations identiques. Chacun ferait un tri particulier. D'accord. Et ce tri n'est pas dû au hasard. Comment ça? Ce tri est propre à chacun et dépend notamment de ses croyances, de ce qu'il croit sur le monde en général, bref, de sa vision de la vie. Oui, nos croyances vont nous amener à filtrer la réalité, c'est-à-dire à filtrer ce qu'on voit, entend et ressent. Cela reste un peu abstrait pour moi. Je vais vous donner un exemple caricatural pour simplifier. Ok. Imaginons que vous soyez inconsciemment convaincu que le monde est dangereux et qu'il faut s'en méfier, se protéger. Ce serait votre croyance, d'accord? D'accord. Si cette croyance est inscrite en vous, alors d'après vous, sur quoi va se porter votre attention à l'instant présent? Quelles informations allez-vous donc capter si vous croyez au fond de vous que le monde est dangereux? Eh bien, voyons, je ne sais pas. J'imagine que je commencerai par me méfier un peu de vous, puisque après tout, je ne vous connais pas. Je crois que j'observerai surtout votre visage pour essayer de lire vos pensées, de comprendre ce qu'il y a peut-être derrière vos paroles gentilles. Et je tenterai aussi de repérer d'éventuelles incohérences dans votre discours pour savoir si vous êtes fiable ou pas. Et puis je garderai un œil sur la porte du jardin pour m'assurer qu'elle reste ouverte, que je pourrai partir facilement s'il y a un problème. Voilà, quoi d'autre? Voyons, peut-être ferai-je aussi attention à cette poutre qu'a l'air de tenir par l'opération du Saint-Esprit qui pourrait me tomber dessus. Et je regarderai un œil sur le gecko que j'entends se balader entre les poutres, car j'aurais peur qu'il descende me mordre. Je me méfierai de ce genre de reptile. Je remarquerai aussi que la natte est usée et que je pourrais attraper des échardes si j'y prenais pas garde. C'est cela. Votre attention serait captée par les risques potentiels qui existent dans toute situation. Et si l'on vous demandait, yeux fermés, de décrire la situation, ce sont notamment ces éléments qui vous viendraient à l'esprit. Sans doute en effet. Maintenant, imaginez que vous ayez une croyance opposée, à savoir que le monde est amical, que les gens sont gentils, honnêtes et fiables, et que la vie offre quantité de plaisirs bons à prendre. Faites comme si cette conviction était profondément enfouie en vous. Sur quoi se porterait votre attention en ce moment? Et que pourriez-vous décrire? Les yeux fermés, les oreilles bouchées. Je crois que je parlerai des plantes qui sont vraiment très belles, de ce petit vent agréable qui rend la chaleur supportable. Je crois que je parlerai aussi du gecko car je me serais dit « Cool, il y a un gecko sous la toiture. Au moins il ne doit pas rester d'insectes rampants dans les parages. » Et puis je décrirai le visage serein de cet homme sympathique qui me fait découvrir des tas de choses intéressantes sans même me faire payer. Exactement ce que l'on croit de la réalité du monde environnant. Agit comme un filtre, comme une paire de lunettes sélectives qui nous amène à surtout voir les détails allant dans le sens de ce que nous croyons.
si bien que cela renforce nos croyances. La boucle est bouclée. Si l'on croit que le monde est dangereux, on va effectivement porter son attention sur tous les dangers réels ou potentiels et on aura de plus en plus le sentiment de vivre dans un monde dangereux. C'est logique finalement. Mais cela ne s'arrête pas là. Nos croyances vont aussi nous permettre d'interpréter la réalité. Interpréter? Vous évoquiez tout à l'heure les expressions de mon visage. Ces expressions, tout comme ma gestuelle d'ailleurs, peuvent être interprétées de différentes manières. Vos croyances vont vous aider à trouver une interprétation. Un sourire sera perçu comme un signe d'amitié, de gentillesse, de séduction ou d'ironie, de moquerie, de condescendance. Un regard insistant comme un signe remarqué d'intérêt ou à l'inverse, comme une menace, une volonté de déstabilisation. Et chacun sera convaincu de son interprétation. Ce que vous croyez sur le monde vous conduit à donner un sens à tout ce qui est ambigu ou incertain. Et cela renforce vos croyances, une fois de plus. Je commence à comprendre pourquoi vous disiez que ce que l'on croit devient notre réalité. Oui, surtout que cela ne s'arrête pas là. C'est infernal votre truc. Quand vous croyez une chose, elle vous amène à adopter certains comportements, lesquels vont avoir un effet sur le comportement des autres, dans un sens qui va, là encore, renforcer ce que vous croyez. Ouh là, ça se corse. C'est simple. Restons dans le même cas de figure. Vous êtes convaincu que le monde est dangereux, qu'il faut se méfier. Comment allez-vous vous comporter quand vous rencontrerez des gens nouveaux? Je vais rester sur mes gardes. Oui, et votre visage sera vraisemblablement assez fermé, pas très engageant. Certes, mais ces personnes qui vous rencontrent pour la première fois vont le percevoir, le sentir. Comment vont-elles elles-mêmes se comporter vis-à-vis de vous? Il y a en effet des chances pour qu'ils restent sur leur garde et ne s'ouvrent guère à moi. Exactement. Sauf que vous allez le voir. Vous allez sentir qu'ils sont fermés, un peu bizarres avec vous. Devinez comment vous allez l'interpréter sous l'emprise de vos croyances. Je vais évidemment me dire que j'ai raison de me méfier. Vos croyances se renforceront. C'est terrible. Dans ce cas, oui, mais cela marche aussi dans l'exemple inverse. Si vous êtes au fond de vous, convaincu que tout le monde est sympathique, vous allez vous comporter de manière très ouverte avec les gens. Vous allez sourire, vous montrer détendu. Et bien sûr, cela va les conduire à s'ouvrir eux-mêmes, à se détendre en votre présence. Vous aurez inconsciemment la preuve que le monde est bien sympathique. Votre croyance se renforcera. Mais il faut comprendre que tout ce processus est inconscient. C'est en cela qu'il est puissant. À aucun moment, vous ne vous direz consciemment « C'est bien ce que je croyais, les gens sont sympathiques ?» Non, vous n'aurez pas besoin de vous le dire parce que pour vous, c'est normal. C'est ainsi, les gens sont sympathiques, c'est une évidence. De la même manière, ceux qui croient qu'il faut à tout prix se méfier des autres trouvent naturel de rencontrer des gens fermés, désagréables, même s'ils le déplorent par ailleurs. C'est dingue! Finalement, sans se rendre compte, chacun se crée vraiment sa propre réalité qui n'est en fait que le fruit de ses croyances. C'est vraiment dingue!
hallucinant. Ce dernier mot est bien choisi.